Bien, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, chère Marie-Hélène, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers amis de la base aérienne et chers élèves du groupe ISAE, puisque cette conférence est pour vous. Alors, je m'exprime en français. Normalement, une traduction anglaise doit être faite, donc j'en profite honteusement. Je ne serai pas très long pour ce propos introductif, et je rappellerai juste quelques règles du jeu, et puis j'aurai l'honneur de clôturer ce séminaire. Donc vous m'entendrez plus longuement sur le fond tout à l'heure. Je tenais juste à rappeler quelques points. Tout d'abord que c'est la première fois qu'on organise un séminaire à l'initiative du groupe ISAE et de cette ampleur-là à l'École de l'air et de l'espace. Donc évidemment, c'est une première et nous en sommes très fiers. On espère qu'on aura l'occasion de le refaire. Et puis, c'est aussi la manière de saluer les élèves du groupe et leurs enseignants et leurs têtes de direction qui sont aussi venus nous voir aujourd'hui. Ce séminaire, il est dans donc on a 2 tables rondes tout à fait avec des sujets qui sont tout à fait d'actualité. Donc je demanderai de bien à l'ensemble des intervenants, à l'ensemble des modérateurs, donc Monsieur Xavier Pasco et la capitaine Hénaud qui nous ont fait l'honneur et la gentillesse de modérer ces tables rondes, et bien de bien vouloir, on va vraiment essayer de respecter le temps, pareil pour les questions que vous aurez à poser. Et puis, donc j'ai dit que nous bénéficions d'une traduction en anglais, donc pour les gens qui voudront poser des questions ou nos intervenants, pensez-y, ne faites pas comme moi, essayez de poser, de faire quelques coupures de façon à ce que cette traduction soit faite le mieux possible. Enfin, ce séminaire fait l'objet d'une captation à la fois image et son. Elle sera, l'intégralité à un petit montage près, sera disponible sur YouTube, me semble-t-il, avec, vous aurez un QR code d'accès qu'on diffusera ensuite largement. Voilà, donc gardez également cela en tête lorsque vous aurez envie d'intervenir. Je ne serai pas plus long et donc je cède très respectueusement la parole au général Parisot, donc délégué général du GIFAS, et qui nous a fait qui quelque part qui m'a mis à la tête de cette école. Donc, et en tout cas que je remercie de bien vouloir introduire cette séance sur le spatial. Mon général. Je crois que l'armée de l'air a bien fait de te mettre à la tête de l'école. Madame la ministre, mon général, cher Pierre, mesdames et messieurs les représentants de l'État, mesdames et messieurs les représentants de l'industrie, mesdames et messieurs les nombreux élèves des écoles du groupe ISAE qui sont à la fois présents ici et qui nous suivent en visio, mesdames et messieurs, c'est un honneur d'ouvrir cette conférence sur la stratégie spatiale de défense. Je remercie les organisateurs de cet événement, en premier lieu le groupe ISAE, chère Marie-Hélène, ainsi que l'École de l'air et de l'espace, qui nous offre l'opportunité d'échanger sur un sujet essentiel pour l'avenir de l'industrie spatiale française. Il est vrai que l'espace est au cœur des enjeux de puissance et de sécurité. Cette filière stratégique, à la croisée des mondes civils et militaires, joue un rôle clé dans notre autonomie et dans notre capacité à relever les défis de demain. Le modèle dual existe dans toute l'industrie aéronautique et spatiale française. En fait sa force et assure son modèle économique. De la R&D à la production, des grands groupes aux PME, quasiment l'ensemble de notre filière a la dualité dans son ADN. Sur les 500 adhérents que compte aujourd'hui le GIFAS, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, environ 150 touchent au domaine spatial. Le spatial est une industrie duale par naissance. Ses technologies et ses applications répondent aux besoins de nos concitoyens, mais aussi à ceux de nos forces armées. En France, cette dualité est incarnée par la gouvernance s'appuyant sur 3 tutelles ministérielles, l'économie, la recherche et les armées, qui orientent les grands programmes. L'espace est à la fois un enjeu économique, un outil diplomatique et un facteur clé de notre puissance militaire. Cette dualité est porteuse de promesses, mais aussi de défis, notamment en matière de sécurité et de résilience. Derrière elle, l'enjeu fondamental de la souveraineté demeure parce que l'espace devient un domaine de forte concurrence stratégique, militaire et bien sûr commerciale. La souveraineté spatiale englobe principalement 4 aspects: l'indépendance technologique, la sécurité des infrastructures, le contrôle des données spatiales et la capacité autonome d'action. La course à la souveraineté spatiale
est aussi celle de la maîtrise de la chaîne décisionnelle, identifier, caractériser et agir. Toute dépendance excessive vis-à-vis d'acteurs étrangers met en péril notre autonomie stratégique, nous rendant vulnérables dans de nombreux domaines clés. J'oserais dire, pour paraphraser un général américain qui parlait de la air superiority, je me tourne vers Gérard Steininger, la souveraineté, c'est comme l'oxygène. Quand on en manque, on ne pense plus qu'à ça. L'autonomie française repose donc sur l'accès libre aux capacités spatiales, à commencer par l'accès à l'espace, et je voudrais ici féliciter, au nom du GIFAS, les acteurs français, dont le CNES, pour le très beau lancement d'Ariane 6 la semaine dernière, jeudi dernier. C'est aussi la place de nos constellations satellitaires dans le soutien aux opérations, le lien entre le programme Ariane et notre dissuasion nucléaire. C'est également l'effort croissant sur les moyens spatiaux dans la loi de programmation militaire. Au niveau européen, la stratégie spatiale de l'Union européenne pour la sécurité et la défense, les conclusions du récent rapport Draghi, le portefeuille du nouveau commissaire à la défense et à l'espace, M. Kubilius, témoignent également d'une place plus importante de l'espace pour la défense. L'espace s'est affirmé comme un nouveau front stratégique, marquant une évolution majeure dans les doctrines de défense. En France, cela a abouti à la création du commandement de l'espace au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Au niveau européen, l'espace a été identifié en 2023 comme un domaine critique de défense, avec 3 axes stratégiques pour garantir la souveraineté spatiale européenne. La protection des infrastructures spatiales critiques, le développement des capacités de surveillance et d'alerte, et la coopération renforcée entre les États membres et avec l'OTAN. Plus récemment, le retour de la guerre aux marches de l'Europe a mis en évidence l'influence croissante du spatial dans les dynamiques géopolitiques, militaires et le rôle prépondérant d'acteurs privés en matière d'influence dans les conflits contemporains. Alors, quelle place l'Europe peut-elle encore revendiquer sur la scène internationale face à la montée en puissance des acteurs privés et des grandes puissances spatiales? 3 constats s'imposent. Premièrement, il faut préserver notre leadership technologique. L'industrie française a une expertise reconnue sur la scène internationale, avec Ariane Group, Airbus, Thales, Safran et de nombreuses ETI et PME innovantes, mais aussi un tissu très vivant de start-up. Cette force doit être vue de façon positive en Europe, plutôt que d'attiser un contexte de concurrence intra-européenne mortifère. La Commission européenne doit consolider cette expertise en misant sur des projets structurants comme Galileo ou Copernicus et demain Iris-Carré, qui démontrent que la coopération européenne peut être un moteur d'excellence quand les nations s'accordent. Deuxièmement, le marché en matière de défense est essentiellement institutionnel. Le secteur dominé par des ventes aux États et aux organisations comme l'Union européenne impose, en plus de la dualité déjà évoquée, une vision industrielle de long terme pour éviter la fragilisation des chaînes de production. Les États-Unis investissent aujourd'hui 39 milliards de dollars dans le spatial militaire par an, tandis que la Chine bat chaque année ses records de lancement, déjà 10 depuis le début de l'année. Pour rester compétitive, l'Europe doit répondre à l'enjeu du volume critique, favoriser une approche fondée sur la préférence européenne et la dualité des programmes permettra d'atteindre les seuils de compétitivité permettant de se projeter à l'export. Troisièmement, il faut justement structurer une politique export. Alors que les États-Unis bénéficient du soutien massif du Pentagone et que la Chine impose ses normes, les industriels européens doivent être accompagnés pour conquérir des parts de marché hors d'Europe et éviter une concurrence fratricide. La filière spatiale européenne réalise environ 20% de son chiffre d'affaires aujourd'hui à l'export, notamment grâce aux équipementiers qui sont au cœur de l'innovation. Pour ces derniers, 36% des ventes concernent le segment de la défense. Par ailleurs, notre capacité d'exportation est aujourd'hui fortement contrainte par l'extraterritorialité des lois américaines. La réglementation américaine ITAR, qui régit l'exportation des objets et services liés à la défense nationale, impose que toute utilisation de composants ITAR sur un matériel non américain destiné à l'export nécessite un accord du département d'État américain. Cela engendre un contrôle absolu de l'administration américaine sur nos exports. Ce n'est pas vrai que pour le spatial. Il en est de même pour la réglementation EAR qui concerne les biens à double usage. Une autonomie européenne, notamment dans le domaine spatial, passe donc en réalité, au-delà d'une désitarisation dont vous entendez régulièrement parler, passe par une désaméricanisation en réalité de nos équipements. Pour répondre à ces défis, l'Europe mise sur des programmes comme Iris-Carré ou l'EU Space Act, attendu pour juin 2025, dont les implications pour notre industrie
soulève encore des interrogations, notamment les règles de concurrence intra-européennes. L'Europe doit s'assurer d'un cadre équitable et de compétition à l'échelle mondiale, le level playing field, souvent cité par nos industriels. Avant d'ouvrir les débats de cet après-midi, permettez-moi, au nom de la filière industrielle, de faire 3 recommandations. D'abord, la souveraineté spatiale ne peut être l'affaire que de l'Europe. Mais elle repose avant tout sur des bases industrielles solides. La France doit en être le moteur. Comme l'a exprimé le président de la République le 5 mars dernier, la France tient une place particulière dans le dispositif européen de défense. Plus spécifiquement, le commissaire Kubilius rappelait lors de la récente conférence Perspectives spatiales 2025 co-organisée par le GIFAS, je cite, « Les entreprises spatiales françaises sont bien plus que des champions nationaux. Elles sont des piliers de la puissance spatiale européenne, fruit d'une collaboration étroite avec leurs partenaires continentaux. » Fin de citation. Pour acquérir cette souveraineté, il faut définir une réelle préférence européenne. Le marché européen est petit en comparaison du marché institutionnel américain. Si on veut exister, il faut penser au niveau européen et cesser d'être naïf, comme le rappelle douloureusement le cas de EUMETSAT, qui sera lancé par SpaceX. Deuxièmement, il faut mettre en place une politique industrielle permettant d'éviter la dispersion, la fragmentation ou la duplication des technologies. À titre d'exemple, l'Italie a préféré renforcer ses champions pour les pousser à innover plutôt que de saupoudrer ses efforts sur de trop nombreuses start-up. Ce n'est pas le choix fait en France, notamment au travers de France 2030. En face, la commande publique est également fragmentée, avec quantité d'études et de projets sur divers sujets, mais de moins en moins de grands programmes opérationnels. La mise en œuvre de grands projets ou flagship programs couvrant les différents domaines du spatial est absolument nécessaire. Troisièmement, il faut bien mesurer les avantages et inconvénients de la coopération. Malgré certains inconvénients, notre sentiment est que la coopération européenne, si elle est bien organisée, est préférable à une politique trop franco-française qui conduira les autres Européens à s'organiser sans nous. Alors, quelles actions devons-nous prendre ? L'Europe est à un tournant pour affirmer son leadership spatial et les industriels en seront des acteurs de premier plan. Nous n'avons d'autre choix que d'être ambitieux et unis. La transformation du secteur spatial requiert une vision industrielle claire et un soutien européen cohérent avec une base industrielle et technologique spatiale pour renforcer notre autonomie stratégique. Il faut également mettre en place un fonds spécial de défense au niveau européen pour financer les innovations critiques souveraines et limiter la dépendance aux acteurs extra-européens. Le nouveau cap qui se dessine, assumé par les dirigeants européens, semble pouvoir répondre à cette nécessité. Enfin, un dernier point concernant l'innovation. Il faut cesser d'opposer les grands groupes et start-up quant à la capacité à innover. Il n'y a pas de old space à mettre en face du new space. On trouve de l'innovation chez les grands industriels et également chez les start-up. Elles coopèrent pour essayer d'aller chercher l'innovation où elle se trouve et passer surtout en phase d'industrialisation. Au GIFAS, nous travaillons à renforcer la voie d'un écosystème inclusif et à encourager la complémentarité entre les différents acteurs, comme l'illustre la présence de 30 start-up spatiales au sein de notre groupement. Pour structurer l'innovation, il faut des feuilles de route où s'alignent technologie, stratégie et capacité industrielle. C'est ce qui est en cours d'élaboration au sein du COSPAS, présidé par les 3 tutelles précédemment citées. L'avenir du spatial européen passera aussi par un changement de paradigme dans l'acquisition des capacités. Il est essentiel de poursuivre les réflexions avec l'industrie sur les opportunités des forces en matière d'acquisition de services, en complément des grands programmes, dans un modèle plus souple et réactif. Pour conclure, aujourd'hui l'enjeu est majeur, j'allais dire vital. Il s'agit rien de moins que de bâtir une industrie européenne spatiale robuste, innovante et souveraine, capable de répondre aux défis stratégiques et technologiques. Les discussions qui vont suivre doivent nous aider à façonner une stratégie spatiale de défense résiliente, où l'industrie française trouve toute sa place en y conservant les leviers essentiels pour notre autonomie d'action militaire. Je vous remercie pour votre attention. Eh bien, écoutez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, nous sommes très, très heureux, je crois, mes panélistes et moi-même, et très honorés pour ce qui me concerne, mais je suis aussi pour nos panélistes d'être devant vous aujourd'hui, pour vous parler d'espace et d'Europe.
en ces temps où l'Europe connaît sans doute une évolution profonde, comme le reste du monde, j'allais dire, comme le reste du monde international, le reste du monde stratégique, et on sait combien l'espace a, dans ce paysage, un rôle particulier, et en particulier nous en France, nous le savons. Vous savez que la France est l'État en Europe qui a investi historiquement et sur la durée le plus dans les technologies spatiales. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui aussi, parce que d'avoir la transmission vers de nouvelles générations de cette importance stratégique du spatial, c'est évidemment un objectif très important qui doit permettre de pérenniser un peu cette conscience collective que nous avons de l'importance du spatial dans toutes ses dimensions. Alors quand je dis dans toutes ses dimensions, et vous savez, la France couvre toutes ces dimensions, c'est à la fois le lancement de l'espace, le lancement spatial, et vous savez qu'on a une base de lancement que beaucoup de pays nous envient, à Kourou, en Guyane, et vous avez, ça a été rappelé, vu dernièrement les exploits en réalité qui sont faits pour mettre en place ce nouveau lanceur, et pour lancer aussi un satellite d'importance stratégique, en particulier en ce moment, qui concerne notre souveraineté en matière d'information, de renseignement, en matière d'opérations militaires, évidemment, donc CSO3. Alors, ces dimensions spatiales, qui sont à la fois celles du lancement, celles de la vie orbitale, c'est-à-dire des objets qu'on va lancer, qu'on va maîtriser dans l'espace, à des fins civiles, mais aussi pour la France à des fins militaires, eh bien, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, prend de plus en plus de poids, finalement, dans le statut, je dirais, politique et géopolitique de la France et de l'Europe, puisque vous savez que l'espace, c'est aussi, et c'est la raison pour laquelle nous avons ce thème aujourd'hui, un effort européen dans lequel la France prend toute sa part. Alors, ce qui est important de rappeler, c'est que, évidemment, l'actualité le souligne aujourd'hui. L'espace, on en parle beaucoup. L'indépendance en matière de renseignement, en matière d'information, joue un rôle important. C'est quelque chose en Europe dont on est conscient depuis longtemps. Et vous savez que les premiers programmes européens, alors j'allais dire de l'Union européenne, remontent déjà en termes de décision politique, de planification politique, à la fin des années 90, avec Galileo, avec ce qu'on appelle les programmes amiraux, les vaisseaux amiraux, les flagship programmes, pour prendre le jargon européen, que sont Galileo. Donc Galileo, c'est, alors je ne vais pas dire le GPS européen, mince, je l'ai dit, c'est le programme de navigation et de synchronisation des réseaux européens que maîtrise l'Europe, qui est aujourd'hui un programme qui est au meilleur niveau technologique, meilleur que le GPS. Mais c'est aussi Copernicus. Copernicus, vous savez, c'est ce qu'on appelait avant GMES, alors c'est un autre acronyme européen, programme de surveillance de l'environnement, et on sait aujourd'hui combien finalement cette capacité à surveiller, à suivre les évolutions de l'environnement sont clés pour l'ensemble de la communauté internationale, pour l'humanité en réalité. Et je dois dire que l'Europe, à ce titre, et sans doute ne fait pas suffisamment savoir, c'est un peu l'ange gardien de la Terre aujourd'hui. Copernicus, c'est le programme le plus abouti en matière de surveillance de l'évolution de l'environnement. Donc ces grands programmes sont des programmes structurants. Et l'Europe spatiale, finalement, a pris son essor avec ces programmes, soutenus par les États membres, soutenus en particulier par la France, soutenus par l'excellence industrielle de la France, l'excellence scientifique d'autres pays et aussi de la France. Et finalement, ça a permis à l'Europe de prendre une place de plus en plus grande dans l'élaboration de ce que pourrait être une politique spatiale européenne. Alors, il y a une date importante, par exemple, c'est le traité de Lisbonne, 2008. L'Union européenne se voit, confier une forme de personnalité juridique qui va lui permettre d'élaborer une politique spatiale européenne. On en est là aujourd'hui, tout ça prend beaucoup de temps. La difficulté, c'est que les choses se sont accélérées. Et en fait, aujourd'hui, on est en Europe à la fois détenteur de capacités et on a sans doute un déficit d'organisation politique pour mettre en œuvre ces capacités d'une manière qui soit plus affirmée. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est un petit peu pressé de faire ça, aussi bien dans le domaine civil, et ça on y arrive, que dans le domaine militaire, où là on arrive un petit peu moins à le faire, sachant que les États membres ont là toute leur part, et la France a un rôle important dans ce domaine. Alors aujourd'hui, on va avoir des séquences d'exposés, finalement, qui pour moi reflètent bien ce qu'est une politique
spatiale moderne. Si on essaie de comprendre un peu ce qui se passe dans l'espace aujourd'hui et qu'on regarde comment les grands pays spatiaux s'organisent, eh bien finalement, alors nonobstant certains ajustements, si ce sont les États-Unis dont on parle ou si c'est de la Chine dont on parle, on se rend compte qu'il y a 3 grands piliers dans une politique spatiale. Pour avoir une politique spatiale qui soit robuste, il faut d'abord une filière spatiale qui soit robuste et qui sache faire des lancements spatiaux, des satellites qui soient au meilleur niveau, dans les meilleures conditions scientifiques, industrielles, économiques. Et là, on voit bien que les grands pays spatiaux, l'Europe, la France, la Chine, les États-Unis, misent beaucoup sur ces questions-là et font avancer un petit peu les technologies en permanence dans ces domaines-là. Donc les filières spatiales, c'est un pilier évidemment essentiel. Sans accès à l'espace autonome, sans utilisation maîtrisée des techniques spatiales, il n'y a pas de politique spatiale. Mais ça ne suffit pas pour faire une politique spatiale. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est qu'il faut un deuxième pilier. Et ce deuxième pilier, c'est sans doute l'existence d'un secteur industriel qui stimule un peu tout ça, qui permette de valoriser la filière spatiale et qui en tire parti de son côté pour améliorer sa rentabilité en quelque sorte. Et ça, ce qu'on voit se dessiner dans le monde aujourd'hui depuis quelques années, c'est l'intérêt du monde de la tech, on va dire, du monde de l'information, pour inclure le spatial un petit peu dans son univers. Et vous savez, on a beaucoup parlé de New Space, etc. Donc ça, c'est un petit peu finalement un jargon un petit peu américain, mais qui décrit ce rapprochement entre ces deux filières, entre ces deux secteurs-là, qui sont le secteur spatial d'un côté et le secteur un peu informe des technologies de l'information de l'autre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Ce sont des acteurs qui viennent de ce monde, qui sont de plus en plus actifs dans leur relation avec le spatial. Ça, c'est important. Ce rapprochement espace-information, bah évidemment, c'est quelque chose qui est clé et qui a fait de l'espace, d'ailleurs, quelque chose d'aujourd'hui central dans ce qu'on appelle la maîtrise de la chaîne de l'information, etc. Là aussi bien à des fins militaires qu'à des fins civiles. Mais ça ne suffit pas, ces deux piliers. Il faut autre chose, il en faut un troisième. Et ça, on l'oublie souvent. Il faut un pilier étatique, un secteur public, une puissance publique, qui ait des projets pour développer ces filières et qui ait la capacité de les soutenir. De les soutenir par de l'investissement dans la R&D, de les soutenir par de la commande publique, enfin voilà, de stimuler un petit peu cette pompe-là, finalement, ce lien entre espace et technologie de l'information notamment, et pour faire en sorte que tout ce petit monde, finalement, ce triptyque, se mette en route et se mette en marche. Alors ça, c'est une interprétation, hein, c'est une grille que je vous propose, et qui peut être questionnée. Mais je vous propose en fait d'utiliser ce fil conducteur pour structurer notre table ronde aujourd'hui. Et donc, on va voir 5 exposés, 5 interventions. Et je vais commencer, tout seigneur, tout honneur, par le pilier spatial lui-même, hein, c'est-à-dire cette filière spatiale qui doit être la plus performante possible, en demandant à Lionel Suchet, qui est président-directeur général du CNES, donc l'agence spatiale française aujourd'hui, et qui a une longue carrière spatiale derrière lui. Et voilà, je vais en profiter pour lui demander finalement, mais aujourd'hui, comment lui analyse tout simplement les forces de la filière spatiale européenne, les atouts qu'on peut utiliser et comment il se projette aujourd'hui pour faire avancer cette filière spatiale. Lionel, je vous cède la parole. Merci Xavier. Mon général, merci beaucoup d'abord pour cette invitation. Je suis très heureux effectivement d'être devant vous aujourd'hui. Je pense que c'est important ces moments de partage et d'explication de ce qui se passe au niveau du spatial dans le monde, parce que le spatial est de plus en plus important. Je vais essayer de vous le démontrer. Le sera demain. Et donc parler du spatial aux jeunes qui le feront et qui l'utiliseront demain, c'est extrêmement important. Et je suis très heureux de pouvoir le faire aujourd'hui grâce à vous, mon général. Merci beaucoup. Alors je vais expliquer en quelques paragraphes, en quelques chapitres, la façon dont je vois les choses. D'abord, l'évolution du spatial, tu en as parlé, mais je vais revenir là-dessus, qui est assez récente, et l'explosion, une révolution quand même du domaine spatial. Ensuite, je parlerai humblement de la France, parce que c'est quand même un des piliers, comme c'était dit, de l'Europe spatiale. Il faut le savoir et il faut savoir le dire et expliquer en quoi c'est un pilier de l'Europe spatiale. Et puis l'Europe, enfin, avec ses forces et ses faiblesses, et comment avancer pour la suite. Alors, cette révolution spatiale, elle est liée au développement des missions spatiales qui, depuis 60 ans, le CNES, ça fait 60 ans qu'on est créé. La France a été la 3e puissance spatiale dans le monde, après l'Union soviétique à l'époque et les États-Unis, à pouvoir lancer son propre satellite avec son propre lanceur. C'était il y a 60 ans.
Et depuis 60 ans, quelque part, le domaine spatial était vu, comme dans toutes les agences historiques dans le monde, comme quelque chose de très important pour deux domaines extrêmement étatiques, qui sont la recherche, donc la connaissance de ce qu'est l'espace et de ce qu'on peut voir depuis l'espace et de ce qu'on peut explorer dans l'espace extraterrestre, donc la recherche fondamentale, et puis la défense. Et depuis le début, les activités spatiales ont été utilisées pour la défense dans tous les pays qui développaient du spatial, parce que tout simplement, c'est un domaine qui permet d'aller survoler n'importe quel point de la planète sans qu'on puisse l'interdire ou l'empêcher. Et ça, c'est évidemment une qualité stratégique extrêmement importante pour la défense. Donc on a ces deux piliers qui, depuis 60 ans, se développent. Et nous, CNES, on a travaillé depuis toujours à mettre en place des laboratoires de recherche, des chercheurs qui n'existaient pas quand le CNES a été créé. Les militaires avaient commencé à travailler un peu dans le spatial sur les sujets de lanceurs notamment, mais on a appris à travailler avec les militaires pour développer des capacités spatiales de défense. Et puis est arrivé quelque chose, de parler des techniques de l'information, cette révolution numérique qui a permis, en même temps qu'on avait de plus en plus de missions pour des raisons scientifiques qui observaient la Terre un peu partout, la Terre, les océans, l'atmosphère, dans toutes les longueurs d'onde, et en mesurant tout ce qui peut s'y passer, pour des raisons scientifiques. Donc globalement, on avait une mission, un petit groupe scientifique d'utilisateurs, et puis quand c'était fini, les utilisateurs ils publiaient leurs résultats, et puis on passait à la mission suivante, donc des choses très silotées. Et la révolution numérique a changé tout ça, parce que d'un coup d'un seul, on a commencé à se rendre compte qu'on pouvait, de ces missions multiples, les intercorréler les données qui étaient mesurées par ces missions, les traiter en masse, ces données au sol, les intercorréler avec des données in situ aussi, mesurées sur les... Et donc transformer ces missions purement scientifiques en source de données pour faire des applications utilisant des données spatiales dans le domaine économique. Alors on parle facilement de l'agriculture, la pêche, mais aussi l'aménagement du territoire, la sécurité, la mobilité, voilà. Le BTP, bâtiment, utilise aujourd'hui des technologies spatiales, je pourrais vous dire, la santé. Donc, d'un monde qui était très étatique et limité, avec des guillemets, parce que les domaines sont vastes entre la science et la défense, on a un monde qui s'ouvre complètement à quelque chose qui touche en fait à toutes les activités humaines. Si on regarde toutes les activités économiques humaines, le spatial aujourd'hui apporte des solutions ou peut apporter des solutions. Alors évidemment, ça ouvre un pan complètement différent, parce que du coup, il y a des investisseurs qui se disent, s'il y a du business à faire pour vendre des services aux agriculteurs, aux aménageurs du territoire, etc., moi je veux investir, je veux être celui qui va vendre ces services. Et donc on a vu apparaître tout un tas de start-up effectivement qui sont mis à utiliser les données spatiales, qui souvent sont en accès libre d'ailleurs, hein, mais avec des coûts au début d'entrée qui étaient peu chers, avec quelques ordinateurs et des accès à des données pour pouvoir développer des services. Et puis c'est allé plus loin, et des gens ont dit, s'il y a du business à faire, si on peut investir, moi je peux développer des infrastructures spatiales qui répondent à mes besoins, plus spécifiquement que celles qui existent déjà, et donc des startups qui sont mises à développer des infrastructures spatiales. Il y a aussi la miniaturisation des technologies qui nous a aidés à ça. Et puis, encore plus loin, des gens qui disent, moi, je peux aider à lancer ces nouveaux satellites avec des investisseurs et avec des gens, si ça se développe, le business, on va avoir besoin de plus de lancements, etc. Et donc, je développe ça. Il y a 2 ans, au CNES, on a eu une start-up par an, une start-up par semaine qui est venue toquer à la porte du CNES en disant « je me crée, aidez-moi, travaillez avec moi, etc. » Je disais une par an parce que quelques années avant, on n'en avait même pas une par an, quoi. Donc on voit vraiment une explosion et une révolution au niveau de ce domaine. Alors quelque chose qui est tout de suite à dire, hein, qui est très important, c'est que c'est surtout pas, de mon point de vue, un monde, une page qui se tourne et un monde qui remplace l'autre, hein. Ce n'est pas ces startups qui vont tout faire demain, ce qu'on faisait dans le domaine institutionnel de la recherche ou de la défense. C'est quelque chose de nouveau et qui complémente le domaine précédent. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le général Parizeau, il reviendra. Il ne faut surtout pas opposer, je crois qu'on doit dépasser ça, une espèce d'opposition entre un new space et un old space.
On a un système extrêmement riche et il faut se servir de tout ce système aujourd'hui. Mais pour vous dire qu'on a eu cette explosion du domaine spatial, et ça c'est le premier point très important. Alors la France là-dedans, comme je l'ai dit depuis plus de 60 ans, donc on investit au niveau européen, on investit beaucoup sur le spatial. Ça a été une démarche donc gaullienne de créer le CNES, comme le CEA à l'époque, avec une vision que le spatial allait devenir demain de plus en plus stratégique et qu'il fallait investir dans le spatial. Et c'est ce qu'a fait la France de façon continue, et quels que soient les gouvernements d'ailleurs, et les majorités, depuis 60 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, mais ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un miracle, on est la puissance européenne qui est de loin la plus développée au niveau spatial. Il n'y a pas d'équivalent. Alors derrière, il y a l'Italie, l'Allemagne, puis encore un peu derrière, peut-être la Belgique, l'Espagne, etc. Mais même l'Allemagne, comme peuvent penser certains, contrairement à ce que peuvent penser certains, l'Allemagne ou l'Italie sont quand même loin derrière la France avec son écosystème. On a un écosystème extrêmement riche, et ça commence par les écoles, avec le groupe ISAE, mais voilà, il faut le dire, on a des écoles uniques au monde en termes de développement des compétences spatiales, les laboratoires de recherche, on a des chercheurs qui sont là aussi au top niveau mondial avec des missions assez extraordinaires qu'on réalise dans le spatial. On a une agence, le CNES, qui est quelque chose qui nous est envié partout en Europe et dans beaucoup de pays au monde. Et puis on a des grands primes, les principaux primes européens, Airbus Defence and Space, ça a été dit, Thales Alenia Space, Ariane Group, sur les lanceurs et les satellites. Ce dont on parle peu, toute une chaîne derrière d'un écosystème de PME et de TI qui sont extrêmement aussi compétentes et qui longtemps ont été à l'ombre, j'ai envie de dire, des primes, mais qui aujourd'hui vendent dans le monde entier. Et puis donc ça va jusqu'à la start-up. On a aussi en France quelque chose qui est très important, c'est la prise de conscience, tu l'as dit aussi, très rapide dans l'histoire du spatial, qu'on avait besoin d'une souveraineté, qu'on ne pouvait pas avoir une politique spatiale, notamment si on n'avait pas un accès autonome à l'espace. Et ça, on s'en est rendu compte très rapidement, grâce à nos amis américains d'ailleurs, et c'était pas Trump ni Musk à l'époque. Quand on a voulu lancer un satellite de télécommunication, alors on avait des coopérations, ils nous lançaient des satellites scientifiques, très bien, etc. Puis un satellite de télécommunication, ils nous ont dit, bon, celui-là, on vous le lance si vous voulez, mais vous vous engagez à ne pas faire d'application commerciale, parce que ça, c'est nous, ça. Donc pas d'application commerciale. Et évidemment qu'on ne peut pas avoir de politique aujourd'hui, et encore, c'est encore plus vrai aujourd'hui, de politique spatiale sans accès autonome à l'espace. Longtemps, on a été un peu seul à le penser quand même aussi fortement, en tout cas en Europe. Et je crois que ça a été dommage, voire dommageable. Mais aujourd'hui, évidemment que l'histoire, malheureusement, j'ai envie de dire, nous donne doublement raison là-dessus. Et puis aussi, la France a des infrastructures uniques. Tu as parlé du CSG, donc du Centre spatial guyanais, qui est un endroit unique au monde pour lancer des fusées, puisqu'il est proche de l'équateur. Donc on utilise pour tous les tirs vers l'Est la vitesse de rotation de la Terre et ça fait gagner en performance. C'est un endroit aussi, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, où tous les sites de lancement, c'est-à-dire les sites nord ou les sites est, sont dégagés puisqu'on tire sur l'Atlantique. Et donc au niveau de la sécurité, de la sauvegarde de la sécurité des populations, c'est extrêmement important. Et si on regarde bien, il y a peu de pas de tir qui sont placés comme ça. C'est un endroit géographiquement extrêmement bien placé. Et puis c'est un endroit aussi où il n'y a pas d'événements climatiques extrêmes. Alors que dans beaucoup d'autres pas de tir, en Floride notamment, si on prend cet exemple, c'est fermé une partie de l'année, souvent pour des raisons d'ouragans, etc. Donc on a un site extraordinaire. Un autre site dont on ne parle pas beaucoup, et c'est un site avec un S, les sites, c'est nos outre-mer, qui permettent à la France d'avoir des endroits sur son territoire, positionnés tout autour du globe, et qui permet de communiquer avec nos satellites partout où ils sont. Et ça, pour un enjeu de souveraineté, c'est extrêmement important. Et il y a peu de pays au monde qui ont cette capacité de pouvoir parsemer des antennes partout autour du globe sur son territoire souverain. Et ça, on en parle peu souvent.
Donc la France est un pilier de la construction spatiale européenne. Et je crois qu'on a toutes les cartes en main au niveau industriel notamment, mais au niveau des assets dont on dispose pour continuer à être ce pilier de la construction européenne. Alors qu'est-ce qu'on a après en Europe ? D'abord, on a une Europe qui est évidemment très hétérogène par rapport à ça. Hein. On a des pays qui sont très débutants dans le domaine spatial. On a des pays qui sont développés au niveau du spatial, comme l'Allemagne, l'Italie, j'en ai parlé tout à l'heure, mais avec des modèles très différents du modèle français. Et on a une gouvernance qui est assez complexe. Je vais y revenir. Alors, d'abord, les forces quand même de cette Europe spatiale, ça a été des programmes emblématiques. Je veux parler du programme scientifique de l'ESA, qui est quand même le plus beau programme scientifique au monde. Et là, il n'y en a pas un qui peut rivaliser par rapport à ce que fait l'ESA et ses pays membres dans le domaine des scientifiques, hein, de l'exploration planétaire, de l'astronomie, etc. Il y a des missions extraordinaires qui sont développées par l'ESA. On a ces grands flagships, tu l'as dit, avec Galileo, avec Copernicus. Et donc Copernicus, c'est quand même une constellation de satellites qui, dans toutes les longueurs d'onde, observe la Terre. Et c'est la constellation qui est la plus développée pour observer la Terre depuis l'espace. C'est une initiative de la Commission européenne, de l'Europe, comme Galileo. Et ce sont des programmes très emblématiques. On a signé l'année dernière, mais on va y revenir avec un exposé suivant, la constellation Iris-Square, qui, dans cette lignée, Galileo, positionnement, Copernicus, observation de la Terre, Iris-Square, télécommunications souveraines pour l'Europe. Donc on a ces grands programmes qui sont emblématiques et qui sont une des forces aujourd'hui de l'Europe et qui ont été décidés, qui ont été réalisés ou qui sont sur le point de l'être avec Iris-Square. Alors maintenant, les faiblesses de cette Europe, c'est quand même lié au développement du spatial que j'ai décrit au début et au fait que le spatial devient de plus en plus stratégique. Et on n'est pas évidemment les seuls à s'en rendre compte en France. Tous les pays européens voient bien que le spatial est de plus en plus stratégique. Tous les pays au monde voient bien que le spatial est de plus en plus stratégique. J'ai parlé du nombre de start-up qu'on avait créé il y a 2 ans, avec une par semaine. Mais aujourd'hui, on est en coopération avec plus de 70 pays dans le monde. Alors que là aussi, il y a quelques années, avec une dizaine de pays, on avait fait le tour du monde des acteurs du spatial. Aujourd'hui, c'est 70 et tout le monde s'y met. Donc tous les pays ont bien compris que le spatial était de plus en plus stratégique, non pas seulement pour des raisons de défense, mais aussi pour des raisons économiques, comme je l'ai dit. Et donc c'est doublement stratégique. Et donc ça, c'est une faiblesse de l'Europe parce que aujourd'hui, les pays européens ont tendance à dire la France est loin devant, a toutes ses capacités. C'est stratégique, donc nous aussi, il faut acquérir ces capacités, il faut développer ces capacités. Et donc, il y a une tendance de repli national à vouloir développer, même si c'est en doublon avec d'autres pays européens, des compétences spatiales dans les différents pays européens. Or, il y a un chiffre quand même à avoir en tête. L'Europe entière, le budget spatial, 12 milliards d'euros. Les États-Unis, 70 milliards de dollars, donc il y a quand même un petit différentiel. Et ça, chaque année. Donc si on commence, nous, avec nos petits 12 milliards d'euros, on peut espérer qu'on va les augmenter, mais avant d'arriver à 70, il va y avoir de l'eau qui va couler sous les ponts. Et si en plus, on duplique les capacités, l'utilisation de cet argent pour dupliquer les capacités un peu en Europe, on sent bien qu'on n'est pas efficace. Donc ça, c'est une faiblesse de l'Europe aujourd'hui. La gouvernance, c'est qu'aujourd'hui, en Europe, et souvent on me pose la question, mais le CNES, c'est quoi par rapport à l'ESA? Et qu'est-ce que fait l'ESA? Qu'est-ce que fait le CNES? On a les agences spatiales nationales, une fois de plus, qui sont sur des modèles très différents. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. On a l'ESA, qui est une agence spatiale, mais en fait qui est un club de pays qui coopèrent et qui mettent leurs moyens en commun pour faire du spatial. On a la Commission, tu as cité le traité de Lisbonne, qui a permis à la Commission d'avoir une compétence spatiale et qui développe aussi des moyens spatiaux, avec, soit dit en passant, sa propre agence qui s'appelle l'USPA, qu'elle utilise pour opérer les grands programmes, mais qui est une agence aussi sous la coupe de la Commission, alors que l'ESA n'est pas sous la coupe de la Commission. Donc tout ça est quand même très complexe et très morcelé. Et l'ESA a un modèle qui a été extrêmement structurant, et le spatial a été un modèle de construction européenne, cité comme tel, parce que notamment avec son mécanisme de retour géographique, à un temps où l'écosystème spatial européen n'était pas très développé, eh bien, ça permettait à tous les pays de mettre de l'argent sur la table et de développer leur écosystème chez eux, parce que
le retour géographique, pour ceux qui ne savent pas, c'est je mets 1 euro à l'ESA, je dois avoir 1 euro d'activité chez moi dans mon pays. Donc ça a été extrêmement positif pendant tout le temps de croissance de l'écosystème spatial européen. Mais aujourd'hui, ce modèle, il est à travailler parce que avec des pays européens qui sont plutôt prompts à dupliquer des compétences, ce système de retour géographique, il est devenu un système à dupliquer aussi les programmes. Et une ESA qui veut optimiser les souscriptions de tous les pays, même si 3 pays veulent faire le même programme, ce n'est pas un problème pour l'ESA. Elle prend l'argent, elle fait 3 fois le programme et ça marche. Mais ça, ce n'est pas efficace au sens de l'Europe. Donc, le monde a évolué et il faut faire évoluer ce modèle aussi, c'est ce qu'on pense. Et il faut que l'ESA travaille à une compétence reconnue mondialement au niveau technique et qu'elle travaille aussi sur les programmes de la Commission, comme elle commence à le faire, avec les modes d'approvisionnement de la Commission qui ne sont pas le retour géographique, mais qui sont la compétition, et je prends les meilleurs et je développe mes programmes, et qu'elle s'appuie ensuite sur l'ESA pour développer les choses au niveau technique. Voilà comment on pourrait avancer sur cette faiblesse structurelle de l'Europe aujourd'hui. Merci beaucoup Lionel pour cette gageure que représente en 15 minutes la capacité à résumer la vie spatiale européenne dans sa complexité. Et merci aussi pour avoir insisté sur ce phénomène de numérisation qui envahit tout, y compris le spatial. Et je voudrais faire la transition ici donc avec le prochain intervenant, qui est Jean-Pierre Diris, alors qui sera à distance et qui est coordinateur interministériel pour le programme que le président du CNES a évoqué, qui est IRIS-Carré, donc ce programme de la Commission, lancé par la Commission européenne, de satellites en orbite basse ou en orbite... mais Jean-Pierre nous dira ça plus précisément, à la fois en orbite basse et sur d'autres orbites, pour créer un système, ce qu'on appelle une constellation de satellites, pour créer de la connectivité. Donc, Jean-Pierre, voilà, on t'a en ligne. Je te passe volontiers la parole, voilà, pour nous faire un point aussi et illustrer concrètement ce lien entre espace et monde du numérique, monde de l'information. Merci infiniment, Xavier. Est-ce que tu m'entends correctement? Pardon? Est-ce que tu m'entends correctement? Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Oh, allez, j'y vais. On entend. Très bien, parfait. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci Lionel aussi pour exposer l'introduction aussi à IRIS², qui est un flagship européen. On reprend le terme que tu utilisais, Xavier. IRIS², c'est un projet d'infrastructure de résilience et d'interconnexion sécurisée par satellite. Je pense que le député Christophe Grubler, qui prendra la parole, saura vous expliquer la genèse du programme et qui l'a poussé énormément en Europe. En fait, les circonstances actuelles géopolitiques montrent toute la nécessité d'avoir notre souveraineté sur ce type de programme que je vais essayer de vous décrire plus précisément. Alors en fait, l'initiative elle est née du fait que cette connectivité en Europe, elle se développait dans un monde commercial et gouvernemental qui était un peu dissocié, à part au tout début du spatial, dans les années 80. Après, ça s'est rapidement dissocié avec le fait que les télécommunications sont devenues un secteur privé, self-sustainable, et donc avec des opérateurs qui se sont développés au niveau commercial. Et puis, de notre côté, des besoins militaires qui étaient poussés par les États membres, sans véritablement travailler ensemble, et ça se faisait à travers des satellites géostationnaires, qui ont été une formidable réussite de l'industrie spatiale française, puisqu'on en a vendu plus de 240 quand même, pour une trentaine d'années. Et puis, on a été disrupté finalement par l'arrivée de l'acteur américain, SpaceX, que tout le monde connaît, avec ses lanceurs, avec ses satellites fabriqués comme des voitures, Starlink, et une connectivité finalement à un coût raisonnable et à très faible latence, qui est celle de la fibre optique qu'on a tous plus ou moins à la maison. Et donc, cette disruption a créé finalement une dépendance à cette connectivité spatiale américaine, avec des projets qui arrivent en concurrence, comme Kuiper d'Amazon, et puis bientôt des constellations chinoises, puisqu'il y a 2 projets chinois à 15 000 satellites chacun. Donc rapidement, on a compris qu'il fallait aussi un exercice de souveraineté vis-à-vis de l'Europe, en Europe en tout cas, sur ce sujet de la connectivité. C'est ainsi que le commissaire Thierry Breton, sous l'impulsion du Parlement européen, a lancé l'initiative IRIS². Alors, il a fallu un tout petit peu de temps pour créer le programme, mais un temps record pour l'Europe, à peu près 1 an, pour avoir ce qu'on appelle un règlement européen qui a été
signé en mars 2023 de cette constellation européenne. Jean-Pierre, Je vais est-ce que tu revenir. peux te rapprocher un tout petit peu du micro, s'il te plaît? Voilà, on t'entend, mais voilà, ce sera plus confortable pour la salle de pensée. Merci beaucoup. Est-ce que ça va mieux? Je pense que oui. Allez, je continue. Tu n'hésites pas à me rappeler. Je vais forcer le son Problème. en même temps, peut-être, pour que ce soit plus audible. OK, donc cette constellation, il y a eu un appel d'offres à la suite de la décision européenne en mars 2023 qui s'est lancé. Ça a pris à peu près 18 mois pour converger et je vais vous en dire un peu plus. Bon. Les enjeux d'Irisquare, d'abord, dans un premier temps, ils sont sur 3 volets. Le premier, c'est un volet de souveraineté. C'est-à-dire qu'on veut disposer d'une constellation sécurisée, en fait, de connectivité sécurisée. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'aujourd'hui, les constellations commerciales Starlink n'offrent pas le niveau de sécurité dont on peut espérer pour notre connectivité européenne. Notamment, la protection des datas n'est surtout pas assurée, on comprend mieux pourquoi, et la continuité de service, qui est le sujet véritablement de ces dernières semaines, notamment quand les États-Unis ont envisagé de couper Starlink, tout bêtement, en Ukraine, en fonction de la négociation sur les terres rares. Cette continuité de service, on voit bien qu'elle est menacée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter sur des services comme ça pour nous connecter nos armées, tout un tas d'infrastructures critiques en Europe qui auront besoin de la connectivité quand il y aura une crise. Donc c'est un sujet de souveraineté qui est lié à la sécurité des usages qu'on attend sur cette connectivité. Ensuite, il y a un sujet de subsidiarité, en fait. C'est-à-dire que l'Europe, elle n'intervient que là où elle a besoin d'intervenir. Si les nations disposent déjà des ressources ou des projets ou des infrastructures, l'Europe n'intervient pas. Mais en l'occurrence, cette infrastructure en orbite basse, on reviendra sur son enjeu financier, on n'en disposait pas, en fait. Donc, c'est en mutualisant tout ça, et c'est qu'on y arrive au niveau européen, et parce qu'on sait faire. Comme Lionel l'a rappelé, M. Chez l'a rappelé très précisément, on a une capacité industrielle, Xavier, tu en as parlé aussi, et le général Barresi aussi en introduction, on a une capacité industrielle depuis des décennies à fabriquer des satellites, des lanceurs, à mettre des services en orbite. Donc, subsidiarité veut dire on sait faire, donc c'est une constellation pour les Européens, mais par les Européens. Et le troisième volet, c'est la compétitivité. En fait, c'est un secteur compétitif, comme je l'expliquais au départ, depuis le départ, les télécoms par satellite. Et on veut que ce programme-là soit soutenable. Donc, on va le soutenir par de l'argent public et de l'argent privé. Ce qu'on appelle un partenariat public-privé avec un investissement public additionné à un investissement privé pour faire une infrastructure globale qui a du sens et qui sert un marché public gouvernemental et un marché privé. Donc, je viens rapidement sur les décisions qui ont été prises récemment et vous avez suivi dans la presse. Le 16 décembre 2024, on a signé le contrat de concession IRIS² à Bruxelles. C'est une signature qui a eu lieu entre la Commission européenne, qui est le client public au nom des États membres, puisque la Commission européenne, elle a son argent par les États membres tous les 7 ans, comme tout le monde le sait. Contrat signé avec un consortium fait d'opérateurs commerciaux de télécommunications, une association de 3 opérateurs, Eutelsat, Paris, France, SES, Luxembourg, les offres, et Hispasat, Madrid, Espagne. Donc, les 3 opérateurs ont signé avec la Commission européenne un contrat hors norme pour le spatial de 10,6 milliards d'euros sur 12 ans. Donc, une visibilité extensive sur 12 ans de contrat et un montant qu'on n'avait jamais atteint dans le spatial qui cumule des fonds publics pour à peu près 6,5 milliards et des fonds privés pour à peu près 4 milliards. Donc, c'est ça l'originalité de ce montage IRIS² où on mutualise les efforts financiers publics et privés pour avoir une constellation unique qui sert l'ensemble des usages. Donc, d'usages sécurisés, comme je le rappelais tout à l'heure. Le contenu physique, peut-être. Je pense que c'est important que chacun ait en tête ça. Donc, le contenu physique, c'est 2 orbites qu'on va développer pour avoir la faible latence sur les services, un niveau de service qui est l'équivalent de celui de la fibre optique, donc avec une constellation de satellites en orbite basse, qu'on appelle LEO, mais qui est à 1200 km, avec 264 satellites qui vont faire à peu près 750 kg et à peu près 2,5 kW de puissance. Et puis une orbite moyenne, donc à 8000 km,
Donc, c'est bien plus bas hein, que l'orbite moyenne de la navigation, 8000 km. C'est celle des télécoms, on va dire, avec 18 satellites dans cette orbite-là, qui feront à peu près le double des précédents, 1,5 tonne et 5 kW. Bon, ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Par contre, on va aller vers des technologies nouvelles, état de l'art pour 2030, puisqu'on va le temps de développer ce satellite, je vais expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans, mais très rapidement, évidemment. Mais l'objectif est bien d'avoir des services opérationnels en 2030. Et dans ce système, on va rejoindre le monde du numérique terrestre avec le monde du numérique spatial. Donc, deux choses pour illustrer ça. La première, c'est le standard. Le standard, c'est un standard 5G qu'on va mettre en place sur cette constellation. Donc, il va permettre une continuité sans couture avec les infrastructures terrestres des opérateurs classiques. Et donc, ce volet spatial, c'est la première fois dans le spatial qu'on aura un standard qui est celui du terrestre sur des satellites. Donc, ça va permettre une homogénéité, une continuité sans couture entre ces deux mondes. Et c'est une spécificité que nous envient même les Américains qui n'ont pas ça. Je rappelle que Starlink n'est pas en standard 5G, parce qu'on peut-être un jour, mais on verra, parce qu'eux veulent faire la guerre aux opérateurs télécoms pour leur prendre la place. Ce n'est pas le cas d'Irisquare, ça vient en complément, évidemment, et en continuité. Donc, le standard 5G à bord. Donc, ça va être un standard installé sur les satellites. Donc, les satellites vont être reprogrammables. Ils pourront évoluer au gré du standard. On pourra passer en 6G on the air. Et donc, pour ça, il va falloir reposer sur des technos numériques très intégrés qu'on va mettre en orbite. Et c'est ces technos numériques très intégrés qui sont celles du monde terrestre actuel. C'est celles des tours 5G. Vous avez dans les pylônes autour de chez vous, voire celle des smartphones aussi. C'est la techno de report 7 nano, qui est aujourd'hui terrestre, qu'on va spatialiser au titre de ce programme-là. Donc, un effort technologique assez sans précédent, mais qu'on est capable de faire parce qu'on a entretenu ces compétences depuis des décennies, comme Lionel le rappelait, dans l'industrie européenne. Donc, on va pivoter pour prendre la technologie terrestre et la mettre finalement en spatial et avoir le bénéfice de ces services avec un standard 5G, que je rappelle, qui est ouvert. Voilà. Tout ça dans une infrastructure sécurisée qui va être interconnectée par des opérateurs terrestres qui eux-mêmes feront une des composantes, donc Orange, Telecom, qui feront une composante sol qui va s'intégrer avec les réseaux terrestres. Voilà. Et puis peut-être le dernier volet sur lequel je pourrais insister, c'est qui fait quoi là-dedans. Alors ça, c'est le grand sujet du moment parce que autant les trois opérateurs Eutelsat, SES, Hispasat ont signé avec la Commission, et là, il n'y a aucune ambiguïté sur leur signature et leur engagement sur 12 ans. Autant sur qui va réaliser l'infrastructure, il y a un gros challenge et une grosse mise en compétition de la base industrielle. Comme on le rappelle, c'est un contrat aussi de la Commission européenne et c'est cette compétition qui joue. Donc, c'est une forme de coopétition, c'est-à-dire il peut y avoir la coopération entre les acteurs, on le voit bien au niveau des opérateurs, mais il y a aussi de la compétition parce que la base industrielle qui est compétente, elle est assez extensive. Donc, notamment, il y a dedans Airbus, qui est un postulant vraiment sur les plateformes en orbite basse. Il y a Thales qui devrait faire les charges utiles à la fois sur les orbites basses et les orbites moyennes. Il y a OHB qui pourrait faire une partie des plateformes sur les orbites moyennes, mais qui est en concurrence aussi. Téléspatiaux, pourquoi pas, qui est dans cette core team, et puis Orange, Deutsche Telekom, qui sont des opérateurs qui vont venir apporter leur savoir-faire sur les réseaux télécoms dans cette équipe intégrée avec les opérateurs. Voilà, sur la gouvernance européenne, je crois que Lionel en a dit quelques mots. Globalement, elle s'applique aussi à Irisquare avec peut-être un modus operandi un peu différent. C'est-à-dire qu'on a rendu Empower la Commission européenne en premier. C'est elle qui a passé le contrat en décembre et l'ESA qui l'aide à passer en même temps que la Commission un contrat de R&D dans lequel il y a un peu, qui est sur 550 millions, dans lequel il y a un peu de retour géographique, mais c'est du retour géographique a posteriori, sur la base du choix de la Commission. Donc, celui-là ne distord pas du tout la compétitivité de la solution. Donc, on pense que ce modus operandi, il a de l'avenir parce qu'il permet de respecter la compétitivité d'une solution qui est essentielle, vous voyez, puisqu'il y a à la fois l'argent public pour les États membres et de l'argent privé du secteur commercial. Voilà, il est précédé, je le dirais en un mot, par un programme de pooling and sharing de mutualisation de capacité qui s'appelle GovSatcom. Voilà, et je vais m'arrêter là, Xavier, à moins qu'il y ait des questions très...
Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour voilà, ces précisions, alors qui font bien voilà, qui illustrent effectivement, et j'ai bien noté et apprécié ce lien que tu fais avec, entre les technologies spatiales et les standards terrestres. Enfin, on voit bien que là, les choses sont en train de bouger, et sans doute d'ailleurs pour le mieux, pour le spatial. Enfin, on voit bien que là, le spatial a une carte à jouer essentielle. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on pourra avoir quelques questions ensuite, mais d'avoir décrit un peu voilà, cette nouvelle manière finalement de faire de l'espace, d'une certaine manière. Alors, voilà, on a évoqué un peu le premier pilier dont je parlais, la filière spatiale, avec le président du CNES. On vient d'évoquer ce lien qui se crée de plus en plus avec le monde de l'information, le monde des télécommunications tel qu'on le vit tous les jours, finalement. Et tout ça doit être soutenu, compris, faire l'objet d'une vision stratégique. Et là, c'est là où on entre dans le troisième pilier, j'allais dire, c'est la construction d'une véritable politique spatiale européenne et la projection, la capacité à se projeter dans une vision stratégique. Hein, on a vu, c'est à la fois militaire, à la fois des conséquences économiques importantes. Et donc, je voudrais maintenant passer la parole au député Christophe Grudler, député au Parlement européen, pour qu'il nous donne, voilà, avec sa connaissance un peu très très fine de ces équilibres européens dans ce secteur, qu'il nous donne un peu, lui, sa vision des progrès, le cas échéant, des difficultés peut-être, qui voilà, existent dans le contexte politique européen pour précisément nous aider, nous tous, collectivement, à nous projeter dans cette vision stratégique. Donc, monsieur le député, je vous passe la parole pour nous éclairer sur ce point. Merci Xavier, bonjour à toutes et à tous, très heureux de participer à cette table ronde sur un enjeu qui me mobilise fortement au Parlement européen, qui est bien sûr l'espace, et puis aussi, on va appeler ça l'autonomie stratégique de l'espace. L'autonomie stratégique, c'est le livre blanc de la défense en France en 1993, et c'est une idée voilà, qui a fait florès, puisque aujourd'hui, tout le monde se rend compte que si on n'a pas d'autonomie stratégique dans l'espace, on dépendra encore une nouvelle fois entièrement des autres, et c'est un véritable danger existentiel pour nous. On a loupé le virage des GAFAM, Internet, on l'a laissé aux autres, maintenant on dépend des technologies. Il est clair que dans l'espace, on doit pouvoir affirmer cette autonomie stratégique. Alors l'Europe, vous l'avez dit, je vais passer rapidement dessus, mais donc a des programmes assez spécifiques. Hein. Galileo était très polémique à l'époque, personne ne voulait le faire, ça coûtait cher, il y avait déjà le GPS. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, voilà, il fallait vraiment investir sur Galileo, qui est un système de géolocalisation, mais qui a également un PRS, un signal, en fait, qui permet d'être utilisé par les gouvernements et les forces armées. Tout ça, c'est développé en France, à Saint-Germain, au Camp des Loges, hein, à Saint-Germain-en-Laye. Voilà, on va y arriver. Et donc, c'est aussi quelque chose d'important sur Galileo. Je n'oublie pas non plus EGNOS, parce que EGNOS, c'est un peu lié à Galileo, c'est connexe, ça permet aux avions d'atterrir. On parle devant l'école de l'air et de l'espace, je pense que c'est aussi important de rappeler cet équipement européen qui équipe à peu près 450 aéroports, essentiellement en Europe. Copernicus, effectivement, l'observation de la Terre. Iris 2, les télécommunications, Jean-Pierre Diris vient d'en parler largement. Moi, j'étais le rapporteur pour le Parlement de Iris 2, et je suis celui qui a imaginé le concept avec Thierry Breton. Effectivement, on a pu mener ça en un temps assez record, à partir d'un budget zéro. Voilà, on passe de 0 à 10,6 milliards en l'espace de 3 ans. C'est quand même pas trop mal. Alors, grâce, évidemment, à un partenariat public-privé, donc sans argent privé, on n'y serait pas arrivé, mais voilà, il peut aussi y avoir pour l'espace des projets qui ne sont pas prévus et qui arrivent à voir le jour. Iris 2, c'est aussi GovSatcom, vous l'avez répété, Jean-Pierre, juste avant. GovSatcom qui nous préoccupe beaucoup actuellement et qu'on essaie de faire démarrer le plus rapidement possible. C'est prévu pour le mois de juillet. Là, on essaie d'anticiper sur mai, voire avril, parce qu'il y a des grands besoins de GovSatcom. Vous l'avez vu notamment en Ukraine. Ça pourrait être une solution opérationnelle publique avec un signal sécurisé, ce qui n'est pas le cas de Starlink, hein, qui n'est pas sécurisé. Et donc, tout ça aussi, grâce aussi au ministère des Armées en France, puisque Iris 2, c'est des fréquences mises à disposition, notamment par le ministère des Armées. Et puis les capacités de GovSatcom, c'est l'Espagne, la France
et le Luxembourg, où SES a notamment fait les capacités pour l'OTAN. Donc, il y a des grosses capacités de mettre à disposition des Ukrainiens un système public. Donc, voilà, donc ça c'est juste pour le petit panel qu'il y a aujourd'hui. Mais vous avez, dans les différentes interventions, parlé des faiblesses de l'Europe. Il y en a effectivement quelques-unes, mais on essaye un peu d'y remédier. Alors déjà, on parle bien de l'Union européenne. Évitez de parler de la Commission, parce que la Commission, elle propose un texte qu'en général, on démolit au Parlement et au Conseil, et c'est nous les législateurs. Donc en tout, c'est l'Union qui s'exprime. Hein, et la Commission est un peu une sorte de gouvernement qui applique en fait ce qui a été voté. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, clairement, c'est une stratégie spatiale européenne forte et unifiée. C'est la seule façon de réussir à surpasser les égoïsmes nationaux. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, la France est leader dans ces domaines-là. Ça crée 26 jaloux dans l'Union européenne. Et tout le monde veut faire pareil. Parce qu'il faut copier, il faut refaire des lanceurs comme tout le monde, refaire les mêmes satellites chez les uns ou chez les autres. Et en fait, on arrive à cette fragmentation totale, cette dispersion de moyens, qui ne nous permet pas de jouer suffisamment fort dans le grand jeu mondial. Et donc, travaillons à cette stratégie on va dire, d'européanisation des politiques. C'est vrai qu'habituellement, vous l'avez souligné, les politiques spatiales étaient intergouvernementales, c'est-à-dire notamment à travers l'Agence spatiale européenne, où des gouvernements se mettaient d'accord à l'occasion de ministériels, on va investir tant sur tel programme, tant, et ça faisait des projets qui n'étaient pas des projets européens, mais qui étaient bien des projets internationaux. Là, si on lance quelque chose d'européen, tout le monde s'y retrouvera, mais on évitera cette compétition interne qui est assez désastreuse quand elle ne permet pas de renforcer la compétitivité et qu'elle est en fait une dispersion de moyens qui pourraient être utiles ailleurs. Donc, une des premières idées pour cette stratégie spatiale européenne, c'est de lutter contre la fragmentation et voir comment on peut placer tout cela en cohérence. Ça passe évidemment par une réforme de la gouvernance. Vous l'avez évoqué aussi, mais c'est vrai que voilà, un chien n'y trouverait pas ses petits. Entre l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui est hyper costaud en recherche-développement, 3000 salariés, enfin, c'est vraiment une très belle structure placée à Paris. L'agence, l'EUSPA à Prague, qui est l'agence de l'Union européenne en charge de l'application. La DG DEFIS, Defense in Space, à Bruxelles. Le commissaire en charge de la défense et de l'espace. Les agences nationales. On a un pléthore d'organisations qui ne se parlent peut-être pas assez. Et je pense qu'il faudra arriver à un moment à trouver une réforme. À un moment, je disais qu'il fallait faire une NASA à l'européenne. Mais je pense que ce n'est plus la référence aujourd'hui, vu la récente actualité. Je peux peut-être vous en toucher un mot tout à l'heure. Donc, réforme de la gouvernance. Évidemment, la stratégie, elle passera par du 100% européen. Et là aussi, il faut qu'on se batte. On se bat dans le domaine de la défense là-dessus, sur le 100% européen, qui est illusoire aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas faire 100% des armements en Europe. Et on n'a pas non plus la disponibilité. Mais bon, on peut tendre vers cet objectif, plutôt que d'acheter 80% de matériel américain, comme on le fait aujourd'hui dans l'Union européenne pour la défense. Donc, nous, c'est très clair. On a un programme spatial européen dont j'étais rapporteur pour mon groupe politique, qui dit clairement que toutes les composantes des programmes spatiaux européens doivent être européens. Vous avez IRIS 2. IRIS 2, c'est pareil. Il n'y a pas de place pour des éléments non européens. Et donc, ça, il faut vraiment le revendiquer. Parce que c'est bon pour notre industrie, c'est bon pour nos services, et c'est bon pour le fait de pouvoir engager nos équipements spatiaux quand nous le souhaitons, et où nous le souhaitons, sans avoir un Américain ou un autre avec des lois extraterritoriales qui vient nous dire « Non, ça, vous ne pouvez pas l'engager sur ce théâtre d'opération. Ça, ce n'est pas possible. Ah, vous voulez défendre vos satellites avec tel… Non, ça, vous ne pouvez pas faire. » Là, en européen, on est vraiment dans cette autonomie stratégique et il faut vraiment pouvoir le rechercher le plus possible. Donc, ça nous amène à un élément important qui est l'élément de la dualité. Aujourd'hui, à mon avis, pour arriver dans une stratégie spatiale européenne, il faut que ça soit en permanence dual, c'est-à-dire pour les civils et pour les militaires. Parce que ça permet de fusionner deux types de financement
Donc, notamment le Fonds européen de la défense, qui est mobilisé sur des questions spatiales. Vous avez des fonds civils qu'on peut mobiliser sur des projets où il y a une partie militaire. Et IRIS2 est d'ailleurs le parfait exemple de ce qu'on peut faire, à la fois en commercial pour le privé et à la fois en communication sécurisée pour les gouvernements, les armées, les services de secours. Et donc, et sur cette partie sécurisée, peut-être rappeler quand même que IRIS2 va être la première constellation à être totalement en cryptographie post-quantique, c'est-à-dire avec des messages protégés contre les cyberattaques, et quand ça sera totalement opérationnel, jusqu'à maintenant on disait 2030, mais on va essayer de faire une première phase pour 2028, eh bien on aura quand même un outil qui sera assez unique au monde. Donc la dualité, la cybersécurité, parce qu'on sait aussi que les attaques cyber vont se développer dans l'espace, alors attaques cyber d'ailleurs et attaques physiques aussi, hein. La plus simple façon d'attaquer un satellite, c'est d'envoyer un autre satellite dessus et de le dérouter. Donc, il faut se protéger contre ces deux types d'agressions potentielles. Ça, c'est évidemment vital. Et enfin, l'argent. Évidemment, l'argent. Il faut que les États membres de l'Union européenne prennent conscience que ce n'est pas un petit jouet dans un coin scientifique pour se faire plaisir qui s'appelle l'espace, mais que c'est quelque chose de stratégique sur lesquels il faut développer les investissements, au même titre que nous sommes en train de développer les investissements sur la défense. Et dans ce cadre-là, la proposition que j'avais formulée dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel européen, c'est 60 milliards pour la défense. Pour l'espace, excusez-moi. 60 milliards pour l'espace. On est effectivement à 13 milliards aujourd'hui, 13 milliards pour 6 ans, et là on passerait à 60 milliards pour 6 ans. C'est toujours moins que les 60 milliards de dollars des Américains par année, mais c'est quand même important. Et si on arrive à passer à 60 milliards au niveau européen, en ajoutant les contributions des États membres pour leur politique nationale de l'espace, on arrive à un résultat qui tient tout à fait la route. Donc, il va falloir se battre là autour. On a une chance quand même maintenant au niveau européen, c'est que la politique spatiale, elle fait l'unanimité. Ce n'était pas le cas quand je suis arrivé au Parlement en 2019, ce n'était pas le cas. Dès que je voulais mettre un centime sur l'espace, on m'expliquait que c'était un jeu pour les grands pays, pour l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la France, et que les autres pays n'étaient pas concernés. Mais maintenant, avec nos stratégies européennes, notamment avec nos satellites de géolocalisation, d'observation, on pulse chaque jour 15 terabytes de données qui sont stockées dans des data centers, notamment en Pologne. Et avec ces données européennes, n'importe qui, dans n'importe lequel des 27 pays, avec un bureau, avec un ingénieur, un développeur, est capable de faire des applications et de faire des business en downstream, donc à partir de ces technologies spatiales. Et ça démocratise l'usage de l'espace dans les 27 pays, et ça permet aussi aux parlementaires de ces 27 pays de dire « Ah oui, finalement, le spatial, ouais, c'est aussi important pour moi, hein, des bons satellites, ça peut faire du bon business chez nous aussi. » Et donc, il y a cette démocratisation qui est extrêmement utile. Alors, je vais peut-être terminer mon propos, parce que je ne voulais pas être trop long non plus, par un mot quand même sur le soutien à l'innovation. Et pour moi, c'est crucial. Il n'y a effectivement pas de old ni de new space. Il y a juste des gens qui sont capables d'innover, puis des gens qui ne sont pas capables. Et moi, ce que je souhaite au niveau des fléchages financiers, c'est qu'on soutienne toujours l'innovation. Ceux qui ont des idées, de bonnes idées évidemment, on doit pouvoir les soutenir. On sera les plus compétitifs au monde grâce à ça. Et nous avons vu ce qui se passe actuellement aux États-Unis, avec les coupes massives dans les budgets de la NASA, dans les budgets d'autres organisations, des chercheurs qui sont en déshérence. Et nous poussons au niveau européen un projet qui s'appelle Choose Europe, qui va permettre de relocaliser en Europe des chercheurs dans le domaine du spatial notamment. Et en France, c'est également porté par une initiative qui s'appelle Shelter for Science, qui va permettre de relocaliser au moins 500 chercheurs dans le domaine global, dans une partie du spatial. Et le fait d'amener encore de l'intelligence en Europe va être quelque chose qui sera extrêmement utile, comme le sera, et ça sera mon dernier mot, la European Space Law, la loi spatiale européenne, sur laquelle je travaille assez dur actuellement, qui ne va pas remplacer les lois nationales. Sur les 27, il y a 11 pays qui aujourd'hui ont une loi nationale spatiale, mais qui va permettre de mettre tout ça en musique. Et peut-être demain, quand le multilatéralisme redeviendra à l'ordre du jour, peut-être avoir une sorte de code de la route de l'espace pour les occupations, notamment en LEO,
où l'encombrement des satellites va faire qu'on va se retrouver assez rapidement avec au moins 50 000 satellites en orbite, toutes les collisions, avec tous les gaspillages aussi de ressources, puisque ces satellites vont vivre moins longtemps. Et donc, cette loi spatiale européenne, on l'attend entre avril et juin, et ça sera aussi un moment important pour se mobiliser. Je pense que c'est aussi l'intérêt de tous les États membres de dire qu'il faut pas avoir peur de cette loi spatiale européenne. Il y aura des exceptions pour les satellites militaires, bien sûr, mais il faut vraiment que le plus grand nombre soit concerné par cette loi, parce que c'est aussi une façon de gérer le trafic, de gérer la surveillance et de prévenir un certain nombre de risques, notamment d'ailleurs sur les missiles intercontinentaux, où on peut avoir des systèmes de veille assez opportunes. Merci beaucoup, monsieur le député, d'avoir, là encore, brossé en quelques minutes un tableau complexe, mais qui nous laisse plein d'espoir quand même, parce qu'effectivement, on voit bien que les choses sont en train de se structurer. Le contexte actuel aide sans doute à tout cela et va sans doute amener à des prises de conscience nouvelles aussi au niveau collectif européen. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses qui ont été faites et le spatial européen n'est pas né d'hier en réalité. Et je voudrais passer la parole pour avoir une réflexion sur cette histoire et les atouts européens par Claudie Aigneret, qui a été ministre délégué à la recherche, aussi ministre délégué aux affaires européennes, donc bien à la croisée des chemins spatiaux. Et donc, Claudie, je passe la parole. Merci Xavier. Bonjour à tous. Et comme le disait Lionel, je crois qu'on est tous vraiment ravis de s'adresser aussi à la jeune génération qui va être les bâtisseurs de demain au sein du groupe ISAE et plus largement. Je vais peut-être essayer de rebondir un peu. J'ai pris des notes sur les interventions tout à fait passionnantes et complètes qui ont lieu jusqu'à présent pour apporter un petit éclairage complémentaire. Et sur le troisième pilier que Xavier évoquait, le fait que les acteurs publics doivent s'engager. Les acteurs publics, ils vont s'engager s'ils sentent aussi qu'ils ont un soutien de leur population, de leurs concitoyens européens, et puis une jeune génération derrière qui est effectivement le capital humain du réarmement de la France et de l'Europe. Hein. C'est pas que des composantes budgétaires. Donc vous faites partie de cela. Et donc c'est comment on embarque aussi la société civile sur ces sujets. Des points qui ont été un tout petit peu abordés par Christophe jusqu'à présent. Vous avez tous insisté sur la souveraineté, l'autonomie stratégique. Je crois qu'on est tous d'accord sur ces éléments-là. Moi, je voulais insister aussi à partir de ce capital humain, de cette intelligence, de cette capacité à être dans la recherche, ce que la France et l'Europe représentent, et ça a été dit sur sa conviction qu'il faut quelque part préserver les biens communs. Et l'espace, c'est un bien commun. Et il y a la connaissance, qui est un bien commun. Et la transmission et la recherche, ce sont des biens communs. Et ils sont challengés aujourd'hui. Donc, je voulais dire aussi que je m'associais au mouvement Stand Up for Science. Et on était tous un peu désolés d'apprendre que la chief scientist de NASA a été terminated aujourd'hui. C'est ça. Donc voilà, je voulais faire ce point parce que c'est important qu'on pense aussi sur ces éléments des biens communs qu'il faut soutenir. Et une chose qui m'a ravie quand même, c'est que c'est un philosophe italien, Antonio Gramsci, qui disait « il faut contrer le pessimisme de la raison ». Et bon, on est tous un peu pas loin du décrochage par l'optimisme de la volonté. Et j'ai trouvé qu'il y avait plein de volontés positives, donc merci. Et ça me permet d'enchaîner sur ce que je voulais évoquer avec vous. On a montré les atouts, on a parlé des faiblesses, mais encore un petit peu en restant dans les secteurs de chaque chose. Bon, on commence à faire vraiment sens à la dualité, mais quand même, il y a du civil et du militaire, il y a du lanceur, il y a des usages, il y a de la science, on est quand même un peu... Il manque quelque chose qui donne cette cohérence et qui puisse provoquer ce désir d'espace européen. C'est Saint-Exupéry dans Citadelle qui disait que pour construire un bateau, il ne faut pas évoquer chacun des éléments et donner le plan de construction d'un bateau, il faut créer le désir de mer. Non, là aussi, il faut qu'on crée le désir d'espace et pour aller. Tout ça pour dire, je pense qu'il nous manque un récit à raconter de façon à mobiliser.
parce que quand il manque un récit, même s'il y a de bons éléments un peu partout, eh bien, s'il n'y a pas de récit, il nous manque le sens, la direction de l'endroit où on veut aller. Et s'il n'y a pas de récit, il manque aussi le moteur et l'énergie qui fait qu'on va avoir envie d'avancer. Donc comment on peut réfléchir à essayer de travailler ensemble au niveau français et au niveau européen à un récit? Et je pense que c'est un exercice qui n'est pas inintéressant non plus avec la stratégie nationale spatiale qui est en cours de réflexion. On a vu qu'il y a des grands moments européens aussi, hein. Il y a une conférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne en novembre 2025 qui va impacter les avancées. Le cadre pluriannuel financier de l'Union européenne que Christophe a rappelé, c'est pareil, hein, ça sera pour 2028-2034, donc c'est le moment jamais de se mobiliser, ça se fait en juillet. Donc il y a quand même des moments importants et pas trop tard pour qu'on se fasse ce récit. Parce que si vous avez en tête, les autres, ils en ont des récits. Le récit américain, en ce moment, on le voit quand même bien, le récit américain du spatial et au-delà, avec la notion de leadership, la notion de conquête, de frontière, la nouvelle frontière, la frontière, on y est revenu. Alors, c'est bien, les frontières à explorer, les frontières qui permettent de se dépasser. Là. Mais je voulais simplement rappeler que l'espace, c'est une frontière, bien évidemment, mais c'est une frontière qui n'est pas sans règles. Et donc, à un moment donné, il va falloir ajouter aussi dans le récit tout ce que ça comporte de réflexion juridique, de réflexion philosophique sur les enjeux presque civilisationnels que l'importance du spatial fait avoir aujourd'hui dans notre société. Donc ça fait partie un petit peu de ce récit qui permettra de sensibiliser, qui permettra de faire de la pédagogie, qui permettra de renforcer l'envie de s'inscrire dans les beaux masters spécialisés que l'ISAE peut présenter à ses étudiants pour que la jeune génération se mobilise. Et alors, ce récit, c'est un peu comme pour l'Europe. C'est plus un récit qui est basé sur le passé. On le dit tous pour l'Europe, c'est plus simplement la paix, bien évidemment, l'universalisme, Lionel l'a rappelé, l'excellence scientifique. Il faut qu'on ait vraiment un récit qui aujourd'hui soit ancré dans l'avenir. Il y a une chose que vous avez évoquée tous, mais l'espace, c'est aussi cette plateforme d'utilisation de ces nouvelles technologies de demain, le numérique avec l'intelligence artificielle, le quantique, le cyber, bien évidemment. Vous avez vu qu'on est en train de développer les hautes puissances de calcul, le Space HPC. On fait des jumeaux numériques de la Terre et d'autres domaines. Donc, c'est vraiment, pour les jeunes étudiants que vous êtes, les jeunes ingénieurs, quelque chose de tout à fait passionnant que de se lancer sur ces sujets. Donc, c'est un récit qui doit être vers l'avenir et qui doit reprendre, bien sûr, autonomie stratégique, qui doit reprendre souveraineté, comme vous l'avez dit. Mais je crois que ce n'est pas simplement un récit de rattrapage, parce que ça on n'a pas très envie d'être simplement des suiveurs qui essaient de rattraper. Il ne faut pas qu'on soit simplement en train de réagir face à des crises, il faut qu'on soit aussi en capacité d'anticiper et de prendre des initiatives. On l'évoquait tout à l'heure. Donc, ce récit-là, il doit être différencié. Et la différenciation, il y a plein d'éléments dont on est très fiers au niveau européen. Moi, je parle souvent à des classes, dans des conférences, et je trouve que la matière spatiale, avec toutes ses composantes, c'est vraiment un matériau en or pour parler d'identité européenne, de fierté et de projection dans l'avenir. Alors, moi, je l'utilise beaucoup sur les aspects, bien sûr, de l'astronaute, de l'exemplarité, du dépassement de soi, ou je l'utilise pour vous parler de sciences et de recherche et d'ingénierie, mais toutes les autres facettes que vous avez évoquées, elles sont là-dedans pour qu'on avance aussi avec cette identité européenne. Et qu'est-ce qu'il y a comme éléments qui, pour moi, sont importants dans la différenciation, qu'on n'a pas encore vraiment évoqué aujourd'hui? C'est justement, tu as dit que l'Europe était le leader des anges gardiens de la Terre. L'Europe spatiale, ce sont les anges gardiens de la Terre. Hein. Copernicus, Galiléo, Eris, les satellites météo, les magnifiques satellites du CNES, bien évidemment.
et les satellites militaires aussi, qui apportent au renseignement pour être un ange gardien. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dire. On ne dit pas assez les succès et les qualités, donc, pour avoir un discours positif, donc il faut le faire, pas simplement traiter ses faiblesses. Et puis les autres biens communs, j'ai évoqué la connaissance et la recherche, j'ai évoqué attention à la préservation de cet espace extra-atmosphérique, les débris spatiaux, les méga-constellations, l'absence de régulation d'un espace qui est un peu hors la loi. Donc ça, il faut arriver à travailler sur ces sujets-là. Et on ne les entend pas beaucoup dans les autres récits que j'évoquais tout à l'heure. Pas dans le récit américain. Le récit chinois, il est clair aussi. En 2049, ça sera les 100 ans de la République populaire de Chine. Donc, il faut être en leadership et en positionnement. Le récit indien, qui monte en puissance, bien évidemment. Le récit indien, c'est aussi, bien sûr, de la diplomatie, de l'innovation. Et puis, c'est d'apporter par ses politiques publiques à sa société, au progrès de la société. Alors nous, on a eu un petit peu ça à un moment donné, on disait excellence scientifique. C'est vrai qu'on a fait des satellites merveilleux, que c'est de la haute joaillerie, ce qu'on a été capable de faire. C'est un petit peu challengé dans le récit du 21e siècle. On est dans la production industrielle, ça dépend pour la science, bien évidemment. Mais on a beaucoup parlé d'espace utile. Super, l'espace utile. Alors c'est complètement transparent. Pour chacun d'entre nous, c'est un dû. C'est un acquis. Qui sait qu'aujourd'hui, depuis ce matin, on a activé 47 satellites pour vivre notre vie quotidienne. C'est pas suffisant. L'espace utile, c'est pas suffisant dans le récit qu'on doit construire. Donc, s'interroger sur ce récit. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais en tête. Et oui, non, je voulais vous laisser sur l'optimisme de la volonté. Je sais que ce ne sera pas facile. Je sais qu'il faut se mobiliser. Mais quelqu'un l'a déjà dit bien avant moi, on n'y est pas allé parce que c'était facile, mais parce que c'était difficile. Simplement, je voulais vous le laisser avec le motto des astronautes. Voilà. C'est per aspera ad astra. Et j'espère qu'on va porter cette ambition européenne jusqu'à sa capacité maximale dans tous les domaines. Merci beaucoup, Claudie, pour ce réaxage, enfin oui, on a besoin d'un récit certainement, on a besoin d'écrire notre propre histoire, on l'écrit en fait, notre propre histoire, à l'extérieur, voilà. Souvent, c'est pas perçu de l'extérieur, mais c'est en cours d'écriture, c'est une chose qui progresse. Alors, on est un peu contraint par le temps, on a commencé un petit peu tard, je vais maintenant, on va dépasser l'espace, si j'ose dire, et parler d'Europe finalement, parce que l'espace, on l'a vu, c'est un objet de politique européenne. Et à ce titre-là, je voudrais passer la parole à M. Jean-Louis Bourlange, parlementaire français, qui a été président de la Commission des Affaires étrangères, président de la Commission des Finances, et qui, lui, bien évidemment, porte un regard sur l'Europe puissance, en fait, et qui a, j'imagine, aujourd'hui, qui porte une attention particulière aux mouvements qui sont en cours en Europe, qui se dessinent un petit peu dans au niveau des États membres, au niveau aussi des institutions européennes. Et ce que j'aimerais poser à M. Bourlange comme question, finalement, c'est quand il entend toutes ces briques-là qui sont évoquées, finalement, est-ce qu'elles sont aptes à consolider le mur de cette Europe puissance dont il va nous entretenir? Monsieur Bourlange, je vous passe la parole. Je vous remercie. Vous m'entendez bien? Très bien. Bon, c'est parfait. Je vous remercie. Juste une précision, je n'ai pas été président de la Commission des Finances. J'ai été président non seulement de la Commission des Affaires étrangères, mais j'ai milité au Parlement européen, comme mon ami Christophe Godler que nous venons d'entendre. Et là, j'avais été très actif, notamment à la Commission des budgets et à la Commission Libé, donc dans l'Europe des valeurs, si vous voulez. Donc vous êtes à l'intersection de Je reste toujours très, très fidèle à mon passé de député européen, car je crois que j'ai appris beaucoup, que le Parlement européen était un Parlement prototype, alors que, comme vous pouvez le voir à divers signes, l'Assemblée nationale a parfois des difficultés à se situer au niveau des enjeux de l'avenir. Je voulais dire ça, mais je fais un peu de benchmarking entre les deux institutions. Effectivement, j'ai écouté, j'aurais été absolument incapable de dire le quart de la moitié de ce que j'ai entendu tout à l'heure, mais en revanche, j'ai énormément appris. Et ce que je voudrais dire, c'est effectivement quelques mots
non pas, c'est pas exactement la question que vous posez, c'est de savoir si ce que vous faites est utile. Oui, c'est évidemment indispensable de construire une Europe spatiale forte, dynamique, dans laquelle la France joue un rôle important avec l'ensemble de ses partenaires. Mais la question que je pose est plutôt la question à l'envers, c'est-à-dire que faut-il que l'Europe devienne, que les Européens, nos concitoyens de France et d'Europe acceptent d'être pour qu'effectivement on ait le terreau qui permette de construire cette Europe spatiale que vous avez définie en des termes tout à fait précis et tout à fait justifiés. Alors, il me semble que moi, j'ai milité très longtemps au service de l'Union européenne. J'ai été élu en 89 sur la liste conduite par Madame Simone Veil. Je suis un des parlementaires, il y en a pas mal, qui se sont, comme Christophe d'ailleurs, qui, quand ils étaient au Parlement européen ou quand ils y sont, ont estimé que ce n'était pas un poste secondaire et que l'enjeu européen était un enjeu vital. Mais ce qui me frappe aujourd'hui, c'est la nécessité d'aborder, de réaliser des changements très profonds dans l'approche que nous avons de cette unité européenne qui doit nous réunir et sans laquelle il est évident que tout ce que vous avez dit ne pourrait pas voir le jour, croître et se développer comme nous le souhaitons. Je pense que nous sommes confrontés à 3 révolutions. Je ne les dirai pas, enfin je les citerai, je les analyserai une par une, je ne les hiérarchiserai pas. La première, et nous la vivons alors de façon extrêmement dramatique depuis l'élection du président Trump, c'est la dissociation du monde occidental. C'est une révolution fondamentale parce que l'Europe d'hier reposait sur 2 choses. L'unité de valeurs, d'inspiration des projets politiques et des projets de société sur les 2 rives de l'Atlantique, on parlait aussi du Canada, bien sûr, et en revanche, une certaine dissociation que nous, Français, nous n'avons jamais vraiment acceptée, mais qui était la loi, la réalité entre les fonctions de la communauté atlantique et de la communauté européenne. On avait unité de valeurs et dissociation des rôles. Et notamment, nous autres Européens, nous étions plutôt préposés à la réconciliation des peuples qui s'étaient fait la guerre, au développement des relations économiques par le développement d'un libre-échange contrôlé et la mise en place d'un modèle européen dont nous avions l'ambition de faire une sorte de modèle universel, c'est-à-dire l'Union européenne ne se percevait pas comme une partie du monde, elle se percevait bien davantage comme une sorte de coopération renforcée d'une ONU qui marcherait bien. Donc il y avait une dimension universaliste. Et ça a été mis profondément en cause sur les 2 plans. C'est-à-dire d'abord, nous sommes confrontés, et il ne faut pas se dissimuler, à des partenaires, notamment le partenaire américain qui vient de prendre le pouvoir à Washington, qui ont manifestement une représentation des valeurs qui ne sont plus exactement les mêmes que les nôtres. Le vice-président Vance l'a exprimé à Munich en des termes qui ont choqué certains, et je n'insisterai pas, mais on voit bien que les priorités ne sont pas du côté de Washington à l'unité de l'Europe au sein de l'Union européenne, qu'elles ne sont pas aux partis traditionnellement humanistes, libéraux sociaux européens de naguère, mais qu'au contraire, on valorise plutôt des formations d'un type différent qui flirtent parfois avec des héritages extrêmement sulfureux. Et nous voyons bien que les valeurs qui sont celles de l'Europe, qui étaient un dépassement du nationalisme, ce qui caractérisait l'Union européenne, c'était effectivement le lien entre l'esprit de vaillance et les valeurs universelles, qui était rare. Généralement, la vaillance était plutôt nationaliste naguère, et l'universalisme, c'était plutôt
un peu bêta, si je puis dire. C'était un peu les bisounours du multilatéralisme. Ce qui s'est fait après la guerre, c'est la réconciliation de ces deux choses, c'est l'application de ce que dit Thucydide, c'est-à-dire il n'y a pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans vaillance, c'est l'alliance de la liberté et de la vaillance. Eh bien, ça entraîne cette dissociation du monde occidental, entraîne des choses absolument énormes. D'une part, nous devons accepter une dissociation des rôles, nous devons assumer l'ensemble des rôles, notamment les rôles de puissance et pas seulement les rôles de coopération et de fraternité. Et alors, ça pose des problèmes extrêmement difficiles à résoudre. Le premier problème, c'est le problème de l'espace. Comment allons-nous structurer cet espace européen qui ne peut pas se confondre, qui ne peut plus se confondre avec la communauté atlantique, qui ne peut pas se confondre non plus strictement avec la communauté européenne, avec l'Union européenne. Voyons par exemple qu'on va le faire avec le Royaume-Uni qui est extérieur. On a des accords, on a même des proximités avec le Canada ou l'Australie ou d'autres qui sont extérieurs à l'Union, même la Turquie. Donc on est à la recherche d'un espace commun qui est effectivement à définir et qui ne pourra se définir que de façon empirique en combinant l'extraordinaire ressource que nous avons à la fois au sein des pays de l'OTAN, des pays européens de l'OTAN et au sein de l'Union européenne, combiner ça avec des approches plus pragmatiques dont nous essayons de prendre, notamment le président de la République, l'initiative actuellement. Deuxièmement, quel va être le lien entre qui va assumer la fonction de lien en matière de défense entre tous ces pays européens? Nous, Français, nous nous sommes toujours battus pour l'indépendance de notre système d'armes, l'indépendance de nos moyens, mais quand on est arrivé à la mise en commun, on a toujours estimé que on ne pouvait pas éviter, même mort cérébrale ou pas, de passer par le temps. Or, on voit bien que le lien, la plug américaine est profondément défaillante, et ce qui s'est passé ces derniers jours en Ukraine le montre suffisamment. Donc, il faut inventer un système de mise en commun parce que nous avons effectivement un besoin de coordination de l'ensemble des pays européens, donc nous avons besoin d'un pouvoir commun. Et ça, c'est quand même quelque chose de très difficile à concevoir. Alors, merci de résumer en quelques mots. On aura ensuite une petite, sans doute, séance de questions. Mais je vous en prie, est-ce que, voilà, on est un peu pressé par le temps, on a commencé. Ah bah oui, mais si vous voulez que je ne fasse pas mon exposé, c'est tout à fait possible. Si, tout à fait. Mais voilà, on peut avoir 5 minutes. Je crois quand même que ce sont des choses absolument essentielles. La deuxième révolution, c'est la révolution, le bouleversement idéologique. L'Europe doit se penser comme une puissance particulière, alors qu'elle s'est pensée comme une puissance universelle. Je l'ai mentionné tout à l'heure, je ne vais pas le développer, mais c'est extraordinairement important. Ça veut dire qu'on adopte une culture de la confrontation autant que de la coopération, une culture de la réciprocité autant que de l'exemplarité, et une culture qui reconnaisse les frontières, alors que tout le système a été fondé sur une négation de la notion même de frontières. Là, il y a une évolution sur le concept même d'Union européenne qui est très important. Troisièmement, troisième révolution, donc la première était d'ordre géopolitique, la seconde était d'ordre idéologique et moral, la troisième est d'ordre stratégique. C'est, pour parler comme M. Houellebecq, et là vous êtes en plein dans le sujet, l'extension du domaine de la lutte. Je crois que nous avons à la fois, en termes d'enjeux, nous substituons à des logiques traditionnelles néolithiques d'occupation du territoire, des logiques de domination, de contrôle, de régulation des sociétés par d'autres sociétés. Nous sommes donc dans un domaine beaucoup plus vaste que celui de la simple prise de contrôle d'un territoire, même si l'Ukraine nous montre la persistance de ce domaine traditionnel. En termes
en termes de système d'armes, il est évident que nous avons un triomphe total de toutes les formes d'hybridisme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre le civil et le militaire, ni dans les enjeux, ni dans les systèmes d'armes. Et enfin, nous avons sur le plan géopolitique, nous avons effectivement une révolution considérable, c'est qu'aucun domaine n'échappe à la confrontation. Les océans, les océans, les profondeurs, les pôles et évidemment l'espace. Et là, je crois qu'il faut vraiment rappeler ce que disait Madame Aigneré à l'instant. C'est absolument essentiel que nos valeurs nous permettent d'être assez forts pour réintroduire des logiques qui ne soient pas des logiques de confrontation à tous ces niveaux. Si bien que ce que je voulais dire, c'est que, et je terminerai par là, c'est que nous avons donc une révolution considérable à faire, et je ne suis pas sûr aujourd'hui que nos concitoyens en aient pris pleinement la mesure. Nous avons une révolution géostratégique. Nous devons compter, comme dirait le président Mao, sur nos propres forces. Nous avons une révolution budgétaire. Je citerai simplement une chose, il ne faut pas en faire un monde. Nous consacrons 2% aux dépenses militaires, mais ce que nous disons montre bien que l'espace, ce n'est pas seulement des dépenses militaires, et nous consacrons 31% du PIB aux dépenses sociales. On peut quand même monter en force, en puissance, en matière de militaire, en matière spatiale, sans briser notre modèle social. Il faut arrêter de dramatiser sur ce point, c'est évident. Et troisièmement, nous avons, et ça c'est peut-être le plus difficile aujourd'hui, quand on voit l'état de l'opinion depuis notamment la dissolution, nous devons intégrer une conception de l'action politique où ce qui compte, ce n'est pas simplement la consommation, mais l'investissement, ce n'est pas simplement la revendication, mais c'est la performance, ce n'est pas simplement le fait de répondre à un certain nombre de besoins sociaux, c'est aussi et c'est surtout le fait de nous mettre en mesure de gagner cette bataille de la puissance à laquelle nous sommes confrontés. Ce que je souhaite, c'est que notre pays et les pays d'Europe fassent cette triple révolution. Et croyez-moi, vous en êtes bien conscients, il y a du travail, mais je dirais à l'intention des militaires qui sont ici que les militaires ont été toujours un peu marginalisés dans la construction d'une Europe qui était une Europe de bisounours. Maintenant, ils sont au cœur du projet européen. Il faut qu'ils s'en saisissent, il faut qu'ils l'animent, qu'ils l'irriguent et qu'ils aident le peuple, les peuples européens à se saisir de ces enjeux qui sont pour nous des enjeux vitaux. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention extrêmement stimulante qui, je crois, ici, a un fort impact et nous convainc effectivement de placer l'Europe en fait au centre de nos réflexions pour développer ces grands projets. Alors, on est un petit peu en retard, on a commencé assez tard, un petit peu, mais je vais donner l'occasion à un élève en fait de poser une ou deux questions aux panélistes. Donc, je vous en prie. Comment. Alors, c'est mon montant. Alors, je suis l'aspirant Granier, je représente la promotion 2024 de l'École de l'air et de l'espace. Donc, tout d'abord, je tiens à adresser mes remerciements à l'ensemble de l'encadrement, mon général, mesdames et messieurs les officiers supérieurs, à l'ensemble des cadres qui ont organisé, et puis à l'ensemble des intervenants, donc à madame la ministre, monsieur le député, monsieur le président. On se sent un petit peu petit face à toutes vos connaissances que vous arrivez en même temps à vulgariser pour les rendre accessibles et nous présenter simplement les enjeux de l'espace de demain. Simplement sur la question, je reviendrai sur la question un petit peu lancinante de la souveraineté. C'est une question un petit peu toujours délicate, un peu transversale, qui revient à chaque projet touchant au domaine de la défense. Est-ce que vous pensez, de manière générale, que la construction d'une Europe de la défense passera tôt ou tard par un sacrifice des éléments traditionnels de souveraineté des États membres? Je crois que ça, c'est la question à des milliards d'euros que tout le monde se pose depuis les débuts de la construction européenne, mais qui est une très bonne question, qui est une question évidemment centrale
pour beaucoup de nos décideurs politiques, pour beaucoup de nos concitoyens, pour nous tous en tant que citoyens français en l'occurrence et européens. Alors je ne sais pas qui voudrait... voilà, peut-être rapidement, Monsieur Grudler et Monsieur Bourlange peut-être Lionel aussi, si vous le souhaitez. Comment on réconcilie finalement dans cette Europe en mouvement, eh bien, voilà, le rêve de souveraineté et le rêve aussi de coopération, de coopérer ensemble pour consolider cette souveraineté. Peut-être Monsieur Grudler dans un premier temps. Oui, si vous me permettez de dire quelques mots rapides. Déjà, il faut que la défense, le concept de défense, soit accepté par l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et pour ça, moi, je ne parle plus du tout de l'Europe de la défense. Je parle de la défense de l'Europe. Et je peux vous assurer que c'est beaucoup plus efficace. Parce que quand vous dites la défense de l'Europe, ça fait que les populations se disent « Ah ben oui, c'est pour nous protéger, c'est pour voilà, qu'on soit plus confortable par rapport à nos valeurs démocratiques, par rapport à nos libertés, etc. etc. » Et donc, ça permet de moins marginaliser l'armée en général. Jean-Luc Bourlange a raison de dire que souvent c'était on avait un peu honte de nos armées au niveau des institutions européennes. Parce que dès qu'il y avait quelque chose où il y avait le mot militaire ou défense qui apparaissait, ah non, c'est les États membres, ça on s'en occupe pas, c'est pas du tout pour l'Europe. Aujourd'hui, on s'est aperçu que la défense de l'Europe, c'était le meilleur bouclier pour défendre les Européens, c'est l'Europe. Et donc, il faut surtout pas tout fondre dans une espèce d'armée européenne. Pas question. Il faut évidemment garder nos armées nationales, trouver davantage d'interopérabilité, notamment au niveau des armements, trouver effectivement plus de facilité pour les mobilités, c'est encore quelque chose d'extrêmement complexe, et puis avoir cette couche en plus, pas une couche en moins, c'est une couche en plus qui permet d'amener de la coordination, le fait d'être plus opérationnel. Alors il y a les fameux battlefields, enfin les différents groupes de projection rapide qui avaient été imaginés un temps, qui n'ont jamais pu voir le jour, mais c'est pas l'un à la place de l'autre, c'est l'un avec l'autre qui va faire qu'on sera plus fort. L'union fait la force, hein. C'est une devise qui dit tout. Merci. Monsieur Bourlange, rapidement, vous êtes voilà. Voilà, merci. Oui, je crois que c'est un problème qui doit se décomposer de deux manières. Nous avons, d'une part, nous sommes très très conscients de la nécessité de, comme l'a dit Christophe à l'instant, l'union fait la force, de la nécessité du volume, de l'impact. Et donc, ça implique la mise en commun d'un certain nombre de moyens. Ça, je crois que tout le monde le reconnaît. Et puis, deuxièmement, il y a le fait que nous avons beaucoup trop accepté, pas nous Français d'ailleurs, mais l'ensemble des Européens, l'idée que nous pouvions nous passer d'avoir un système d'armes qui était vraiment autonome. Et on a vu ce que ça coûtait que d'avoir un système d'armes qui n'était pas pleinement autonome. Il suffit que M. Trump, M. Musk ou je ne sais qui disent « j'interromps les transmissions pour l'Ukraine » et l'Ukraine joue à Colin-Maillard au lieu de faire de la défense. Donc là, c'est quelque... Alors nous autres Français, grâce au général de Gaulle en particulier, dont tout le monde a suivi à droite comme à gauche l'exemple, grâce au général de Gaulle, nous autres Français, nous nous sommes dotés d'un système d'armes aussi indépendant qu'il était possible. Et maintenant, il faut effectivement faire les choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'achète pas nécessairement à l'étranger, mais ça veut dire qu'on ne se fait pas refiler des systèmes qu'on ne pourrait pas entretenir, qu'on ne pourrait pas renouveler, qu'on ne pourrait pas exploiter sans l'accord au quotidien de celui qui nous le vend. Je crois que nous avons d'énormes efforts. Quand on regarde ce qui se passe, on s'aperçoit que nous sommes partout dépendants de gens qui peuvent à tout moment nous dire bah, vous avez un F-35, etc. Bah, aujourd'hui, il ne décollera pas. Bon, ça, je pense que et c'est concret, c'est ça le combat pour la souveraineté. En revanche, le troisième niveau, et j'insisterai pas, mais ça, je crois que le président de la République l'a dit de façon très nette, il est absolument absurde d'imaginer qu'une force nucléaire de dissuasion puisse, au niveau de son emploi, être partagée entre la France et d'autres pays. C'est la responsabilité du président de la République et de lui seul, même si les enjeux vitaux d'un pays comme le nôtre ne se confondent pas, loin de là,
aux enjeux territoriaux français, hexagonaux. Oui. Nous avons des enjeux vitaux plus vastes, mais nous devons garder effectivement, et nous ne pouvons pas faire autrement d'ailleurs, que garder la maîtrise absolue de la décision en matière de dissuasion. Merci beaucoup. Rapidement, Lionel. Oui. Juste, il y a deux choses. En termes de capacité, d'abord, je crois qu'on a passé le moment où on pouvait avoir le luxe de dupliquer ses capacités un peu partout. Il faut faire avec ce qu'on a et puis avancer ensemble avec ce qu'on a et s'appuyer sur ce qui existe dans les différents pays. Et puis la souveraineté, moi je ne vois pas une opposition entre la souveraineté européenne et les souverainetés nationales. Je vais prendre un exemple puisque Jean-Pierre est à l'écran. Là, Jean-Pierre était chef de projet d'un projet Athéna Fidus de télécommunications militaires qu'on a mené en coopération entre les deux agences spatiales, le CNES et l'ASI, Italie, et puis les deux MOD, le ministère des Armées français et le ministère des Armées italien. Ce système-là, il était fait pour servir, il a servi la souveraineté française, il a servi la souveraineté italienne et il a servi la souveraineté européenne. Il n'y a pas d'exclusion et d'opposition entre ces différents sujets. Donc moi je dirais qu'il faut utiliser les capacités là où elles sont pour agir maintenant ensemble et servir la souveraineté européenne. Et ça servira aussi les souverainetés nationales. Sortir des jeux à somme nulle et rentrer dans les jeux à somme positive, les win-win. Je pense, alors je tenais vraiment tous à vous remercier. On est malheureusement, et Jean-Pierre, peut-être tu avais des éléments à rajouter. Je pense que c'est un débat qu'on ouvre en réalité. Je voulais vraiment remercier nos panélistes, vous remercier l'auditoire et remercier aussi pour cette question qui effectivement ouvre sur beaucoup de choses. Et je voudrais peut-être qu'on applaudisse nos participants qui ont su brosser ce tableau complexe. Merci à tous. Et puis nous avons, on a mangé un peu de temps. Je sais que les organisateurs sont très très vigilants là-dessus. Et donc je passe tout de suite la parole au général Réal. Merci Monsieur Pasco. Je remercie infiniment messieurs les députés à distance. Permettez-moi de vous remercier. Monsieur Diris également pour nous avoir effectivement éclairé sur ce projet IRIS². On entend beaucoup parler en ce moment, mais au moins maintenant, concrètement, on sait ce que c'est. Et on sait que Starlink n'a pas encore la 5G, ce qui fait toujours plaisir. Avant de laisser le temps pour une petite pause, permettez-moi, alors désolé pour les intervenants à distance, mais vous n'en aurez pas. En revanche, pour les intervenants en présentiel, je vous remets hors micro une petite médaille pour vous remercier de l'école qui représente notre institution, pour vous remercier infiniment de cette participation très riche.